Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Pierre, Aristote et moi. Rêvasser, se perdre dans ses pensées. Je me souviens du soir où je venais de refuser une offre d'emploi d'un réseau radiophonique. On me proposait un poste de directeur d'une radio de Québec, mais dans les faits, il s'agissait de liquider le personnel d'une station, de la fermer, et ce, au profit d'une autre acquise dans le même marché, à Québec. Un job de bras, quoi. Et me voilà seul à ruminer ma décision à une table de l'os fumant, un restaurant de Sainte-Adèle dans les Laurentides au nord de Montréal, un bistrot disparu depuis belle lurette, tout comme mes deux ex-futurs employeurs insultés par mon refus et mon mépris. Claude Landry, un imitateur et humoriste de talent, s'y trouvait en compagnie du tout-puissant et regretté Pierre Pellado, le fondateur de l'Empire québécois. Que serait-il arrivé de ma carrière, donc de ma vie, si j'avais ce soir-là imité Yannis Skoulatos et fait ce que lui avait osé faire? Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à rêvasser, à me perdre dans mes pensées, à me revoir quelques semaines auparavant à la terrasse d'un café du Pirée, le port d'Athènes, en présence d'Electra Papadopoulos. Cette journaliste au front de cochon, dirait-on au Québec, camouflait son groin légendaire dans un emballage diplomatique d'une rare élégance. Elle avait ses entrées partout. Pendant notre séjour en Grèce, elle allait nous servir de guide, d'interprète à l'occasion, mais surtout, elle allait nous ouvrir les portes du refuge de personnages souvent inatteignables. Mélina Mercouri, Andreas Fokas, un peintre célèbre, et Mikis Theodorakis, pour ne nommer que ceux-là. Theodorakis, dont vous entendez en ce moment les accents d'une de ses plus célèbres compositions. Electra Papadopoulos revient de la cuisine où elle nous a commandé 2 rougets. Avant de s'asseoir, elle nous verse 2 rasades de redzina. Et tout de go, en prenant place devant moi, elle me dit « Vous voyez ce jeune homme élégant, 2 tables derrière moi? Eh bien, il s'agit d'une des plus grandes fortunes maritimes de Grèce. Il s'appelle Yannis Skoulatos. Tous ces voiliers et ces yachts de luxe que vous voyez là dans cette rade du port du Pirée, eh bien, tous ces navires lui appartiennent. Il y a une dizaine d'années, Yannis Skoulatos se tenait ici même à notre table, en compagnie de 2 autres jeunes hommes. Ses associés, disait-il. Et là où il se trouve en ce moment, là-bas, était attablé le grec le plus puissant du temps et l'un des plus puissants au monde, Aristote Onassis, avec quelques jolies femmes en guise de compagnie. La légende, entretenue par Yannis Skoulatos lui-même, veut que sans crier gare, il se soit levé, ait pris une grande inspiration et se soit dirigé directement vers la table du magnat qui lui tournait le dos, se soit penché au-dessus de son épaule et lui aurait chuchoté à l'oreille « Cher monsieur Onassis,
auriez-vous l'obligeance de vous arrêter à ma table lorsque vous quitterez, et ce pour me saluer? Cela fera un effet du tonnerre auprès de mes associés avec qui je suis sur le point de signer un énorme contrat. » Et sans donner le temps à l'armateur de placer un mot, Yannis Skoulatos s'est dirigé vers les toilettes. Au retour, il n'a même pas daigné jeter un regard vers la table d'Onassis et a rejoint ses invités. 1 heure plus tard, Aristote Onassis, qui s'apprête à quitter le restaurant, bifurque de sa trajectoire soudainement et vient à son tour taper sur l'épaule du jeune homme, en prenant de ses nouvelles. Et là, coup de théâtre. Skoulatos se retourne et lance à la figure d'Onassis: « Non mais, en voilà des manières de déranger les gens en pleine discussion d'affaires, c'est pas possible, vous savez pas vivre. » Tout le monde a cru qu'Onassis allait foudroyer l'impertinent. L'armateur, rouge de colère et étrangement en contrôle de ses émotions, tourna les talons et sortit du resto. Une fois dans sa limousine, il ordonna à une des femmes qui l'accompagnait de retourner dans le resto et d'en revenir avec le nom et le numéro de téléphone de cet enfoiré. 2 semaines plus tard, Yannis Skoulatos fit le pied de grue pendant une bonne heure à la porte du bureau d'Aristote Onassis. Puis, ce dernier a ouvert la porte, a fait signe à Skoulatos de le suivre. Onassis a pris place derrière son bureau, mais n'invita pas l'arrogance à s'asseoir. Et là, pendant plusieurs minutes, une éternité pour Yannis Skoulatos, Aristote Onassis dévisagea le jeune homme sans dire un mot. Puis, Onassis se leva, s'approcha du jeune homme, et à quelques centimètres seulement du visage en sueur de Skoulatos lui dit: « Combien coûtes-tu, petit merdeux? Combien vaux-tu? Un impertinent de ta trempe ne peut pas ne pas travailler pour moi. » Et ce serait ainsi que Yannis Skoulatos a fait son entrée dans l'empire maritime d'Onassis. Et en moins de 5 ans, Skoulatos, tout en besognant très très fort pour l'armateur le plus puissant de la planète, fit des acquisitions à même la clientèle d'une des divisions du groupe d'Onassis, celle des voiliers et des yachts de croisière. Lorsqu'Aristote Onassis a découvert le stratagème, blessé dans son orgueil, car ce jeune merdeux, cet arrogant, Onassis l'aimait bien. Yannis Skoulatos n'avait plus besoin d'Onassis. Voilà comment il a fait fortune. Que me serait-il arrivé si j'avais fait la même chose dans ce resto de Sainte-Adèle et que j'avais apostrophé Pierre Pellado à la manière de Yannis Skoulatos? Je ne le saurai jamais. Et vous non plus. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et le lendemain, je suis parti tourner d'autres reportages. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.